Freezing cold in ancient old. You the cold maze say one freezing cold in ancient old. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que c'est vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans les films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente, alors je fais oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes oubliées du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Marcel Ratafia. Et moi, Félistin Méniou, et nous serons accompagnés à chaque émission d'une ou d'un invité qui tentera de dérouler avec nous la bobine mise à l'honneur. Et nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois la spécialiste du cinéma d'avant-guerre, celle qui n'hésite pas à arborer une jupe crayon, un béret rouge et un porte-cigarette pour aller acheter du pain. J'ai nommé Lou Bobin. Bonjour Lou. Bonjour. Alors on est ravis de vous revoir parmi nous. Je rappelle que vous avez créé le ciné-club L'écran français à la Filmothèque du quartier latin à Paris, dans le 5e arrondissement. On parlait de cigarettes justement avec vous Lou. Justement cet épisode est consacré à l'une des actrices américaines de la toute fin de l'âge d'or d'Hollywood, qui a probablement favorisé la promotion de la clope au bec. Marcel, c'est à vous de lui tirer le portrait. The Look qu'on l'appelait, rapport à son regard pour le moins effronté. Devenue star à 19 piges, la petite môme du Bronx devient surtout pour tout le monde la moussemée d'un type bien plus connu. Pas facile pour celle qui est née Betty Perske de faire son trou à Hollywood, surtout quand on est politisé. Démocratie, judéité, liberté, elle se fait pas marcher sur les doigts de pied. Après avoir dansé et poussé la chansonnette à Broadway, c'est le ciné indé qui se souvient de son allure pour le moins badass. Cette belette, c'est Lauren Bacall. You know you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Alors on vient d'entendre un extrait du Port de l'angoisse de Howard Hawks, To Have and Have Not, si j'ai pas de bêtises. C'est le titre c'est bien ça. Un film tiré d'une nouvelle de Hemingway. Et pour la petite histoire, après c'est peut-être des racontards qu'on entend dans le milieu du patrimoine. Visiblement Howard Hawks aurait dit à Hemingway, je suis sûr que je vais réussir à adapter ton plus mauvais bouquin. Il dit ouais non t'es pas cap. Et donc ils ont adapté. C'est To Have and Have Not. Ouais. C'est la légende urbaine sur le film. Alors et celui qu'on entend et qui est en face de Lauren Bacall, à qui elle demande de siffler, c'est Humphrey Bogart, son partenaire et futur mari. Mais avant de revenir à ce couple mythique, parlons de l'enfance de Lauren Bacall, si vous voulez bien. La bobine du jour qui s'appelle encore Betty Joan Perske. Perske, je sais pas comment on dit Lou. Je n'ai pas la prononciation exacte, mais oui, c'est une petite fille qui a grandi à New York. Son papa est parti très tôt, elle l'a quasiment pas vu. Il l'a complètement renié, mais en revanche, quand elle est devenue connue, il a commencé à donner des interviews à tout le monde en disant mais oui, c'est ma fille, et demander du pognon. Donc pas un gars très très sympa. On a souvent vu ça que les pères dans un second temps disent ah mais oui, mais j'adore bien sûr ma fille. Oui, c'est l'avant Britney. C'est l'avant Britney en fait. On l'avait vu avec Gene Turner, on l'avait vu avec... c'est les parents sont... Ou avec Jordi d'ailleurs aussi, ses parents pareil. Mais c'est vraiment je sais pas si c'est une question de génération aussi, mais oui, il y a beaucoup de papas qui refaisaient surface après. Donc elle a beaucoup grandi avec sa mère et sa grand-mère, donc un milieu assez matriarcal. Elle avait des figures paternelles à droite à gauche, des oncles. Ils vivaient vraiment en clan. Et elle a envie de faire du théâtre et elle se fait gauler parce qu'elle sèche les cours pour aller au cinéma voir Betty Davis, qui est son idole, et elle se met au balcon et elle s'achète des clopes pour faire genre comme Betty Davis. Elle se fait choper et elle se fait largement engueuler et donc elle décide de faire du théâtre. Et donc elle a fait une école de théâtre à New York. Ça a bien marché, mais il y a eu un souci, c'est qu'au bout d'un an, ils lui ont dit on aimerait bien que vous continuiez, vous avez validé votre examen, mais il faut payer.
Et elle dit je vais demander une bourse pour continuer ma 2e année. Ah ouais, mais les bourses, c'est pas pour les gonzesses, quoi. Et donc, il donnait les bourses aux garçons, mais pas aux filles. Et donc, elle a été assez désespérée. Et puis, peut-être que Marcel veut revenir sur tous les petits boulots aussi qu'elle a fait pour percer. Au cours de théâtre, elle a rencontré Kirk Douglas, qui était alors un tout jeune acteur en herbe, qui peut-être a eu la bourse, je crois. Il me semble que lui l'avait. En tout cas, elle il est l'a allée mise au dans menton après sa bourse. Il avait quand même un gros trou. Deux bourses au menton. Elle est allée se faire embaucher dans les magasins, dans les grands magasins de New York, comme mannequin. C'est-à-dire mannequin, c'était pas Naomi Campbell. Hein. Elle mettait les fringues, les gens disaient oui, je veux bien cette robe. C'est des mannequins vivants en fait. Mannequin cabine, comme on disait. Et c'est comme ça qu'elle a gagné sa croûte, mais en même temps, elle n'en démordait pas du milieu du théâtre. Elle se voyait vraiment actrice de théâtre. Donc elle traînait à Broadway, elle était ouvreuse. Elle a fait des petits boulots et en fait, elle allait vraiment au charbon. Elle allait rencontrer des producteurs en disant est-ce que tu n'as pas un tout petit rôle pour moi ? Donc elle s'est vraiment fait connaître comme ça. Alors il y a eu 2 choses dans la presse. Il y a une photo d'elle qui est parue comme la plus mignonne ouvreuse du théâtre. Je ne sais plus de quel théâtre c'était. Du fameux théâtre à Broadway où elle travaillait. Et elle s'est fait repérer, je te repasse la parole. Elle s'est fait repérer parce qu'en fait, elle vendait aussi les journaux de métier dans les cantines où traînaient tous les producteurs. Et puis elle était là, s'il vous plaît. Et puis elle leur marchait tellement sur les pieds qu'ils ont fini par dire, bon écoute, allez, viens. Je me souviens plus le nom de l'auteur qui l'a repérée. Et donc elle avait un petit rôle, une silhouette. Bon, elle était contente. Puis après, elle a eu un rôle un peu plus important. Ils sont partis en tournée. Et en fait, la pièce a fait un fiasco absolument total. Obligée de rentrer et donc déprimée, elle reprend à nouveau les agences de mannequinat et puis elle se fait repérer. Et là, elle va faire des photos de mode et elle tombe sur 2 nanas, 2 photographes qui travaillent pour Harper's Bazaar, donc le plus gros magazine de mode. C'est Diane Vreeland en fait qui l'a repérée, donc la plus grande rédac chef de mode de l'époque, hein, qui avait quand même l'œil, je pense. Qui avait l'œil et surtout qu'en plus elle disait quand elle était mannequin cabine, les autres se foutaient de sa tronche parce qu'elle c'était, comme elle dit, j'ai toujours été la petite fille juive dans ma famille, on était juifs et la petite fille juive parfaite, elle couchait pas avant le mariage, elle devait pas faire ce métier. À la limite, le seul qui avait apprécié toute sa famille et qui espérait qu'il l'épouse, c'était Kirk Douglas qui traînait un peu chez eux et qui était juif aussi. Alors la grand-mère était il est très bien lui. Hein. Il n'était pas très intéressé. Il aurait pu avoir une histoire avec Kirk Douglas. Oui, donc du coup la grand-mère faisait un peu le forcing, mais elle a dit non, pas du tout. Enfin bref, tout ça pour dire que donc elle fait des photos pour Harper's Bazaar avec son physique qui était ce qu'il est, c'est-à-dire elle n'avait pas de forme, alors qu'à l'époque on gonflait les seins des actrices au cinéma. Et la femme de Howard Hawks tombe sur une photo où elle est habillée avec une espèce de béret blanc, un très bel impair bleu devant une fenêtre de pharmacie où je ne sais plus exactement ce que ça représente. La Croix-Rouge. Ou la Croix-Rouge, voilà. Ouais. C'est une photo de la Croix-Rouge. Elle voit ça, fait « elle est vachement bien, il faut la faire venir ». Et en fait, à la suite de la publication de cette photo, il y a plein de gens d'Hollywood qui l'ont contacté. Il n'y a pas n'importe qui. Il n'y a pas que les Hawks, et je vais te laisser dire aussi qui les a Howard appelés. Hughes qui a dit... Encore lui Oui. Il est partout, lui. Elle est pas mal cette petite pépé, vous n'avez pas son contact. Et en fait, elle a été contactée... par la Paramount aussi. Par la Paramount. Et quelqu'un lui a conseillé assez justement en lui disant... Si tu dois choisir entre Hawks et Paramount, va plutôt voir Hawks qui te trouvera un rôle, alors que la Paramount, en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle aurait pu être sous contrat, mais végéter et faire de la figure dans ce que proposait la Paramount, c'est qu'ils tournaient un film, je ne sais plus si c'était musical ou non, qui comportait une scène avec des cover girls. Donc des filles qui représentaient les magazines de mode les plus importants des États-Unis. Et il lui avait demandé d'être la cover girl Harper's Bazaar. Donc au départ, elle se dit c'est tout de suite un rôle, bon. Et puis son tonton Charlie qui avait l'œil dit non. Si tu fais ça, comme dit Marcel, tu vas être sous contrat pendant 7 ans, tu vas faire partie de toutes ces jeunes starlettes qui ont une apparition d'1 minute 15 à l'écran sans dialogue, tandis que Hawks a l'air vraiment intéressé pour créer un rôle sur mesure. Et en plus, le danger avec Hughes, c'était peut-être de passer aussi dans son bureau de temps en temps. Oui, finalement, on n'a un peu plus entendu parler, oui, c'était un vieux satire et tout le monde le savait. Mais Howard Hawks, ce qui est intéressant, c'est qu'il a tourné quand même avec des grandes actrices
avant de dénicher Lorraine Bacall. Oui, rappelez un petit peu qui est Howard Hawks. Ava Gardner aussi. Ava Gardner, Marlène Dietrich, Katharina Byrne, des fortes personnalités. C'est lui qui est un peu le chantre de la screwball comedy, si j'ai pas de bêtises, Howard Hawks. Notamment, ça fait partie quand même des grands noms, mais il a pas fait que ça. Il a fait aussi. Oui, j'ai dit une bêtise. Ava Gardner, non, bêtise totale. J'étais restée sur Hughes qui a produit des films avec Hawks aussi, c'est ça. Pardon, j'ai dit une bêtise, mais. Je me disais, mais. Oui, non, mais j'étais restée sur Hughes, mais oui. Howard Hawks, il avait l'habitude, comme tu dis, de se retrouver avec des actrices quand même à fort tempérament. Et là, il a voulu jouer les Pygmalions. Et il en avait marre de se faire marcher sur les pieds par des actrices qui faisaient les divas et puis qui étaient pas jeunes, en fait, qui avaient de la bouteille, etc. Et là, il s'est dit, elle a 18 ans, parce que c'était quand même, elle était très jeune à l'époque. Je vais en faire ce que je veux. Je vais en faire exactement la femme que j'ai envie de filmer. Une petite pâte à modeler, d'accord. Une petite pâte à modeler, c'est ça qu'il cherchait. Et d'ailleurs, elle a mis très longtemps avant de tourner le film. Je crois qu'il y a quasiment un an, un an et demi, parce qu'ils lui ont réappris à marcher, ils l'ont fait faire à parler aussi, pour qu'elle baisse le timbre de sa voix, parce qu'elle avait une voix complètement perchée dans le nez. Oui, ça c'est un truc qu'on a vu souvent aussi avec Ginny Turner, tout ça, ces voix haut perchées qu'on veut rendre plus grave, parce que c'était un peu le style aussi de la femme fatale dans cette époque-là. C'est aussi le style de la femme fatale, et c'est aussi la scène qu'on voit qui est très rigolote dans Chantons sous la pluie, où ils se mettent à parler et que la nana elle a une voix insupportable avec un accent incroyable, et donc c'est un peu le cas de Lorraine Bacall quand elle arrive à Hollywood, et donc il y a tout un travail de voix, de look. Sauf qu'ils lui ont pas changé trop le physique, si ils ont fait un peu de chirurgie ou pas? Ils ont voulu lui changer les dents, les sourcils, mais finalement, Hawks a préféré qu'elle soit plutôt naturelle. Mais en fait, je pense que l'idée, c'était un peu d'en faire une nouvelle Marlène Dietrich. Elle a un peu le même. Oui, c'est vrai qu'elle a un physique assez dur, anguleux. Assez dur, assez anguleux. Et quand elle est allée faire son premier test pour le film d'Hawks, le maquilleur de l'époque, très important dans le studio, commence à essayer de la maquiller, tout ça. Et Howard Hawks fait oh là là, non, vous me touchez à rien, je la veux naturelle. Et donc, non, pour ça, il a pas fait changer les dents de. Et donc là, elle a 18 ans, 19 ans, et donc ce premier film dont on parle depuis tout à l'heure, de Hawks, c'est donc Le Port de l'Angoisse, et dans lequel joue un certain acteur qui s'appelle Bogart. Est-ce que c'était lui qui était prévu à la base? C'était Cary Grant au départ qui était prévu. Cary Grant qui la faisait un peu mouillée, on va dire. Beaucoup plus que Humphrey Bogart qui faisait un peu vieille alcoolo. C'est sa tante qui trouvait que Bogart était très bien, alors qu'elle, Cary Grant, elle, c'était pas trop son truc. Bon, ils ont quand même 25 ans de différence, donc elle voyait plus Cary Grant, et elle se dit je vais tourner avec ce mec qui était marié à l'époque à une actrice qui s'appelait Mayo Meto. Qui était une actrice prometteuse, mais dont les problèmes, les troubles psychotiques, je pense, et puis un très fort alcoolisme, la rendait pas très facile à vivre. Enfin, il n'était pas dans la meilleure période de sa vie à l'époque. Lui-même buvait beaucoup. Et donc, il se retrouve sur le tournage avec Hawks, qui pense avoir la main mise sur cette jeune actrice, et il va se passer ce qu'il va se passer. Et elle va de moins en moins écouter les conseils de Howard Hawks, parce qu'elle se rend compte que finalement, les scènes, elle les tourne avec Bogart, et elle commence à se dire ce qu'il a dit là, c'est pas con, et Hawks le prend très très mal. Parce que lui avait quand même un petit béguin pour elle, il faut pas se cacher. Hawks avait un béguin pour Bacall? Ah oui, complètement. D'accord, okay. Totalement, ouais. Ah, complètement. Mais finalement, il y a un crush, parce qu'il s'était déjà rencontré, d'après ce que j'ai compris, avec Bogart sur un film avec Bacall, mais ils ne s'étaient pas encore parlé, et là ils se revoient et ils jouent ensemble pour la première fois. Et c'est là où il y a une complicité. Il y a une complicité, et même un peu une grosse complicité. It's the story of a very unfortunate colored man who got arrested down in old Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gone. And now he's bobbing the piano just to raise the price of a ticket to the land of the free. Well, he say his home's in Frisco where they send the rice, but it's really in Tennessee. That's why he say, I need someone to love me, need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. Mais c'est vrai que Hawks, il était marié donc à l'époque à Nancy Slim, comme on l'appelait.
Et dans le film, le personnage s'appelle Slim aussi. Donc je pense qu'il y a quand même un petit transfert. Quelque chose qui n'est pas tout à fait réglé. Réglé. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que le film que Hawks avait presque désavoué, parce qu'il était quand même assez fâché, qu'il y a eu cette idylle. En plus, elle était très jeune. Lui était marié. C'était pas du tout bon pour la production, qui avait pas du tout envie de ce genre de scandale. Et le film est un carton. Le film est un carton, et puis ce surnom The Look, c'est qu'en fait, Lauren Bacall, quand elle avait jamais tourné de sa vie, elle arrive sur le plateau de tournage, et puis elle dit la première scène que je devais faire, c'est d'ailleurs la première scène où on la voit dans le film. Elle arrive dans le bureau où il y a Marcel Dalio et Bogart, et elle fait personne n'a des allumettes, et donc il lui envoie les allumettes, elle doit s'allumer sa clope et lui renvoyer la boîte d'allumettes. Si vous regardez bien, la scène est découpée, je crois, en 4-5 plans, parce qu'elle était incapable de tout faire d'un coup, tellement elle tremblait. Et la seule façon qu'elle avait trouvée de ne pas trembler, c'était de baisser le menton et de relever les yeux, ce qui fait que ça donnait ce regard. Oui, donc The Look, c'est pas quelque chose de calculé chez elle, c'était plus façon de. Non, mais c'était le rôle aussi. Le rôle était celui d'une jeune fille, ce qui est rare, qui est très effrontée, très insolente et qui sait ce qu'elle veut. Et ça, c'est pas très courant en fait dans le cinéma. Et qui a de l'humour, parce que la seule qui pouvait rivaliser avec ça, mais qui était quand même beaucoup plus âgée, c'était Anne Sheridan, qui avait ce côté avec du répondant. La oomph girl, comme on dit. Peut-être qu'on peut dire deux mots sur le fait que le port de l'angoisse ressemble vaguement à Casablanca. Il faut dire qu'il s'inscrit dans une continuité, parce que quand ils ont fait Casablanca, pour la petite histoire, c'est au départ, il s'est passé un truc aux États-Unis en 1938, c'est qu'il y a eu un remake de Pépé le Moko. Et Pépé le Moko était joué dans la version américaine par Charles Boyer. Ce qui a donné après la naissance d'un autre personnage de cartoon qui s'appelle Pépé le Putois, et qui dans la version originale parle avec un accent français. Et en fait, c'est une putain d'imitation de Charles Boyer. Et il dit tout le temps comme With me to the Casbah, phrase que Charles Boyer n'a jamais prononcée. Mais bref. Pépé le Putois qui a été annulé dans Space Jam 2. Parce qu'il était trop lourd. Il était trop lourd. Il a été cancellé. Mais c'était totalement calqué sur Charles Boyer. Mais il se trouve que les Américains n'ont pas vu le film de Duvivier. Ils ont vu le film avec Charles Boyer qui a révélé Eddie Lamar en tant que comédienne également. Et en 42, ils savent pas trop quoi foutre. Et Michael Curtis, ils lui disent tu me fais une merde dans le genre. Le film s'appelait Casbah. Tu fais une merde dans le genre Casbah, en acquis sous le coude. Tiens, Bogart, ok, bon, allez, Ingrid Bergman. Et personne voulait faire le film. Le film est un carton, et donc rebelote pour le port de l'angoisse. Ils disaient super, ça va être une merde comme Casablanca, ça va nous faire plein de sous. Donc, c'est pas une vision très noble du cinéma, mais le chef-d'œuvre est là. N'empêche que Casablanca avait été un énorme succès, et d'ailleurs Bogart il est connu, mais il n'est pas une grande star depuis très longtemps à l'époque du port de l'angoisse. C'est vraiment Casablanca quand même. Oui, le Faucon Maltais, mais encore plus Casablanca. C'est ça. Qu'avant, il faisait les seconds couteaux dans les films. Oui. Est-ce que finalement on peut dire que son duo avec Bacall va encore plus l'iconiser lui-même ? Oui, parce que ce qui marchait très bien, il a lancé, on va dire, le truc du couple mythique du film noir, déjà avec Ingrid Bergman, et à partir du moment où il tourne avec Bacall, là, c'est le couple par excellence du film noir. Oui, parce qu'ils vont pas faire qu'un seul film, tous les deux, ils vont en faire plusieurs. Ils vont en faire 4, et c'est vrai qu'il y a une alchimie qui est très palpable, alors surtout dans les films, on va dire, un peu gangster quand même, comme Le Grand Sommeil et Le Port de l'Angoisse, où en fait, dans Le Port de l'Angoisse, on sent que ça s'est pas tout à fait fait encore. Dans Le Grand Sommeil, on sent que ça s'est fait. Oui, ça a été consommé. Oui, c'est vrai que dans toutes les allusions sont presque un peu lourdargues. Et ce qui est drôle, c'est quand même que Hawks réitère le truc entre le cheval, l'assiette, et puis peut-être le zizi du cheval, enfin je sais pas. Mais ce qui est très drôle avec Le Grand Sommeil, c'est que déjà Hawks réitère le truc. Alors déjà, il était contre. Bon, eux, ils se voyaient en cachette sur le tournage du Port de l'Angoisse avec Bogart, et puis Mayo Metto lui envoyait des cendriers à la tronche, et puis il appelait Lauren Bacall bourrée à 3h du matin. Ouais, viens me chercher. Enfin bref, la romance idéale. Et donc ils se marient, et ils font quand même ce film qui est donc le Grand Sommeil, qui est un film absolument génial, mais je vous mets au défi de me raconter l'intrigue à la fin du film. Bien sûr, alors c'est tiré de Raymond Chandler, déjà, même quand on lit le roman, c'est déjà compliqué, mais alors le film, pareil. Mais c'est pas ce qui importe, effectivement. C'est pas ce qui importe dans le film, et à un moment, ils se sont posé une question sur le tournage, ils disent merde, mais pourquoi le mec là, il disparaît, il a commis un meurtre et tout, et donc ils ont appelé Raymond Chandler, qui était encore de ce monde, ils disent mais qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Alors là, aucune idée. Et pourquoi le Grand Sommeil ? Je sais pas. En fait, il ne savait rien, et même l'auteur n'était pas en mesure de l'aider. Chandler qui aimait bien aussi l'alcool. Et dans Le Grand Sommeil et Le Port d'Angoisse, il y a d'ailleurs des actrices qui sont un peu antagonistes de Lauren Bacall. Dolores Moran dans le Port d'Angoisse, qui était censée être l'héroïne du truc. Qui doit avoir bien les boules aujourd'hui. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais en fait à l'époque elle devait l'avoir. C'était une très très jolie playmate qui commençait sa carrière, et en fait elle s'est fait un peu sucrer la vedette par Lauren Bacall, de même que la fameuse libraire dans Le Grand Sommeil qui est jouée par Dorothy Malone,
Qui avait une très très bonne carrière d'ailleurs, très très bonne actrice. Mais Lorraine Bacall a un pouvoir, je pense, de fascination. Ça marche très bien avec Bogart, le couple marche bien. Et elle-même a une silhouette très chic. En fait, par rapport à plein d'actrices, je pense qu'elle a un air très futé, très on me la fait pas, qui tranche un peu avec peut-être des rôles un peu plus... Je trouve qu'elle a quand même un côté bébé. beaucoup moins cul que toutes les autres de l'époque dans le côté vamp. C'est évident. Et ça, son physique justement qui est pas un physique, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est un physique plus à la Dietrich. Donc on a l'impression qu'on ne peut pas... c'est pas quelqu'un qu'on peut soudoyer, ou c'est pas comme quelqu'un qui a un visage rond. Non, mais à ce moment-là, machin et tout, voilà. à ce moment-là de sa carrière, c'est donc effectivement le Port de l'Angoisse est un succès absolument immense. Elle tourne Le Grand Sommeil, après il se brouille avec Howard Hawks qui définitivement en a marre. Et avant que Le Grand Sommeil sorte, elle commence à entrevoir les problèmes que c'est d'avoir la Warner comme patron, parce que Hawks a vendu son contrat. L'autre moitié de son contrat à la Warner, donc elle se retrouve pour 7 ans engagée, comme c'était la loi à l'époque. Et premier film que Howard Hawks fait avec elle, génial. Deuxième, génial, mais le public ne le voit pas. Et là, la Warner lui dit, c'est bien gentil, mais maintenant, il va falloir me tourner ça. Et elle tourne une merde, mais un truc, qui s'appelle Confidential Agent, toujours sur Charles Boyer. Si, ouais, avec Charles Boyer. Beaucoup, lui. Il est toujours dans les parages, moi, Charles Boyer. Mais donc du coup, il la force à tourner ce film. Et elle disait, sur le tournage, avec Charles Boyer, on se regardait, on se disait, mais c'est pas possible. Je crois que c'est une daube. Le réalisateur savait rien faire, aucune direction d'acteur, rien. Il engueule Charles Boyer pour lui expliquer comment faire des scènes d'amour. Lorraine Bacall dit... dit... le réal ouais, un sombre inconnu. D'accord. Et donc du coup, le problème, c'est que ce film... Il avait fait des trucs bien, je crois, mais là... Pas terrible. Mais le problème, c'est que ce film-là sort avant Le Grand Sommeil. Et donc, elle se fait laminée par la critique. Tous ceux qui disaient c'est la nouvelle Catherine Hepburn, elle est formidable, incroyable, c'est réparti, tout ça. C'est vraiment tout l'inverse qui se passe. Elle se prend une volée de bois vert et en fait, là, elle entrevoit qu'en fait, elle a eu vachement de chance pour son premier film et que ça va pas être du nougat pour la suite, ce qui malheureusement a été assez vrai. Ce qui va être totalement le cas, oui. Parce qu'en fait, elle a fini par se marier avec Bogart, qui a divorcé de Maya Moto, et en fait, assez vite, elle a copiné avec toute la petite troupe qui évoluait autour de Bogart, qui étaient des acteurs, des réalisateurs, des producteurs, des scénaristes, etc. Mais pour autant, elle a tourné assez vite dans Comment épouser un millionnaire. Elle jouait avec Marilyn Monroe et Betty Grable. Il faut dire que c'est un assez bon film. Hein, non, c'est un bon film. C'était prometteur, en fait. Mais finalement, assez vite, il n'y a pas beaucoup de propositions. Il n'y a pas beaucoup de propositions. Et ce qui est très étonnant, c'est que jusqu'à la mort de Bogart, elle tourne beaucoup quand même. Elle fait des films qui sont très bien. Elle est dans Écrit sur du vent de Douglas Sirk, La toile d'araignée, encore avec Charles Boyer. La femme modèle avec Gregory Peck. Et La femme modèle avec Gregory Peck. Et donc, il y a quand même des grands titres. Mais à la mort de Bogart, en fait, on a l'impression qu'elle tournait, même seule, parce que c'était Madame Bogart. Et là... Elle se fait une traversée du désert monumentale. Et ce qui est très drôle, c'est que le jour de son mariage, elle dit, il y a un journaliste qui est venu me voir et qui dit Madame Bogart, une photo. Et elle dit, je l'ai embrassée en lui disant merci, vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente qu'on m'appelle Madame Bogart. Je pense qu'en 57, c'était plus la même, quoi. Non, elle a dû regretter assez rapidement parce que... Oui, parce qu'il faut juste le dire, effectivement, Bogart, donc, qui avait combien de différences d'âge avec 25 ans, et lui est mort d'un cancer de l'œsophage, je crois, en 1957. Donc elle s'est retrouvée veuve assez jeune. Hein, avec 2 enfants. 32 ans et combien d'enfants ? 2 enfants. Donc effectivement, c'est pas facile pour démarrer sa vie et ça va carrément mettre un frein à sa carrière. Mais avant ça, c'était devenu un couple mythique aussi par une prise de position qui a compté, puisque au milieu des années 50, il y a eu quand même la chasse aux sorcières, le sénateur McCarthy, qui était un homophobe, raciste, anticommuniste, républicain convaincu, a lancé des attaques très ciblées contre les scénaristes, acteurs, contre Hollywood, qui pouvaient avoir des activités anti-américaines. C'était ça le nom. Le terme. Sachant que l'homosexualité en faisait partie. Le communisme, mais aussi l'homosexualité. Ou prendre des drogues. Il lança vraiment dès la fin des années 40. Et d'ailleurs, Charlie Chaplin s'est retrouvé à partir des États-Unis. Enfin, c'est-à-dire qu'il est parti en tournée, il est revenu, on lui a dit non, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer dans le pays. Oui, Charlie Chaplin, Jules Dassin également. Il y a eu Bertolt Brecht. Il y a des mecs comme Dalton Trumbo qui, eux, se sont retrouvés même en tôle et qui ont continué à écrire des scénarios
scénarios et les faire signer par des copains. Et Vacances romaines a eu le prix du scénario, l'Oscar du meilleur scénario, signé par un autre gars, mais c'était Trumbo. Donc il y en a qui ont travaillé. Dalton Trumbo faisait partie des 10 d'Hollywood qui ont été en prison. Justement parce que ils n'avaient pas renié le fait qu'ils étaient communistes ou qu'ils appartenaient. Oui, ils avaient même, en tout cas, ils avaient fait de gauche. Ouais. Ils n'avaient pas répondu aux questions et donc de fait, ils étaient soupçonnés convaincus de communisme ou d'activité anti-américaine, ce qui les a grillés pendant des années. On a appelé ça la liste noire, donc effectivement des 10 d'Hollywood, et ça a impacté beaucoup de gens. Ça a même poussé des comédiens, des réalisateurs comme Elia Kazan à dénoncer pour éviter justement d'être pris dans cette liste noire. Bien. Oui, il n'a jamais regretté vraiment. C'est pas le plus à plaindre, Elia Kazan. Il a même justifié sur les quais avec Brando, parce que finalement Brando joue un délateur. Et finalement, c'est un peu sa façon de dire regardez, il est sympa, Brando. C'est moi un peu, Brando. C'est pas si grave. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont dû, pour se dédouaner, dénoncer des camarades. En tout cas, il y a eu un comité de gens outrés pour la différence du premier amendement. Avec Humphrey Bogart, Henry Fonda qui était très engagé, Judy Garland, Katharine Hepburn, Gene Kelly, beaucoup de gens. Mais c'était pas forcément des gens qui étaient communistes. Non. Mais par contre, Lauren Bacall, elle a toujours été très démocrate, très à gauche. Et elle est allée à Washington avec tout ce petit monde-là. Tout ce petit monde pour défendre ce premier amendement. Elle s'est justifiée dans un article de presse. Qui s'appelait « Pourquoi je suis allée à Washington ». En l'occurrence, elle a tenu sa position, mais elle était avec Bogart, qui était plutôt... un peu plus trouillard, peut-être. Un peu plus trouillard et qui s'est rangé à l'avis de Jack Warner, qui était son producteur, qui lui a dit « Maintenant, tu la mets en veilleuse ». Et donc, il s'est finalement un peu renié en disant « Je ne suis pas... » Je ne suis pas un communiste. Mais tous ceux qui sont partis, quasiment, se sont retrouvés à devoir renier plus ou moins après leurs idées. Et puis, il y a eu aussi une série d'enregistrements à la radio où plein de personnalités parlaient. D'ailleurs, le lien est trouvable sur YouTube, c'est assez intéressant, où ils disent « Vous avez été voir un film là dernièrement, vous savez que le scénariste, machin », puis ils donnent des noms. Et est-ce que pour autant le film était mauvais ? Il y a eu toute une série aussi d'émissions de radio, mais bon... C'est très vite retombé. Par contre, dans les acteurs qui, eux, étaient farouchement pour cette chasse aux sorcières, il y avait par exemple John Wayne, qui était... qui lui n'aimait tellement pas les communistes, il était OK pour faire tout ça. Il y en a quelques-uns. Moi qui aime beaucoup Barbara Stanwyck, qui est quand même mariée à Robert Taylor. Robert Taylor, très très démocrate, Robert Taylor. Hein, oui, très démocrate, qui a dénoncé beaucoup de gens. Ça arrivait à plein de gens, Et j'aimerais juste revenir sur une actrice qu'on connaît pas trop aujourd'hui, mais qui à l'époque était très connue, oscarisable, qui avait joué dans La Femme araignée par exemple, qui avait été pressentie pour La Sorcière de l'Ouest. La Sorcière de l'Ouest, mais elle était trop glamour. Enfin, elle était mariée à un réalisateur qui s'appelle Herbert Biberman. Lui s'est pris 6 mois de tôle, il faisait partie des 10 d'Hollywood, mais il y a un téléfilm que je vous conseille avec Jeff Goldblum qui est très bien, sur cette histoire-là, puisque lui, en fait, il a été incarcéré, et puis il a tourné au Mexique Le Sel de la Terre, qui est considéré comme un très grand film humaniste, sauf que Gail Sondergaard, qui était reconnue comme communiste, et elle a été mise au placard pendant 20 ans. Donc c'est une actrice qu'on ne connaît pas trop, et pour cause, ça a mis un coup d'arrêt à sa carrière, alors même que les activités macartistes ont arrêté à la fin des années 50. Et sur le macartisme, un film peut-être qu'on peut conseiller avec Robert Redford et Barbara Streisand qui s'appelait Nos plus belles années. Nos plus belles années, qui est assez intéressant, où on voit la position du scénariste. Alors visiblement le film avec donc Jeff Goldblum, ce serait Hollywood liste rouge, tout simplement. Oui. Donc c'est assez explicite. Voilà. Donc après la mort de Bogey, on l'a dit, Lauren Bacall galère un petit peu, elle est sous contrat avec la Warner. Qu'est-ce qui va se passer pour elle ensuite dans sa vie privée, par exemple, Lou ? Lauren Bacall, en fait, il y a aussi un truc qui est assez rigolo, une petite anecdote qui va lancer, c'est qu'avec Bogart, Garland, tout ça, toute la communauté, on va dire, démocrate à Hollywood, ils se retrouvaient très souvent au resto et ils ont fondé l'expression, on la doit à Lauren Bacall, ce qu'on appelle le Rat Pack. Alors le Rat Pack, pour ceux qui connaissent Dean Martin, Sinatra, c'est les lives de tous ces gars, tous ces crooners complètement bourrés à Las Vegas qui font des blagues. Avec Sammy Davis avec aussi. Sammy Davis, donc super drôle. Ouais, on est que des mecs et tout. Alors, moi j'adore, mais c'est vrai que c'est pas très féministe. Et au départ, à l'origine, il y avait plein de gonzesses dans ce groupe-là. Il y avait la femme de David Niven, tout ça. Bogart décède et Lauren Bacall a une histoire d'amour avec Frank Sinatra. Peut-être. Petite histoire d'amour.
petite histoire d'amour où il a pas brillé par. Il n'a pas brillé par la classe. Non, pas du tout. Rarement Sinatra. Hein, et essayer de lui promettre le mariage, finalement, pas du tout. Après, le truc, c'est que Sinatra l'a très mal pris parce qu'il lui a plus ou moins proposé le mariage sur le cadavre d'Humphrey Bogart. Et un pote de Lauren Bacall, son agent à l'époque, a eu la très bonne idée d'annoncer dans un resto où il y avait loué la personne qui était la pire des écotières, des commères d'Hollywood, que Sinatra allait l'épouser. Et Sinatra l'a très mal pris, il a tout rompu. Et puis donc Lauren Bacall sur la touche, et puis elle se dit ok, Hollywood, merde, je retourne à New York et je vais refaire de la scène. Et donc là-bas, elle rejoue au théâtre, elle rencontre un autre grand alcoolique qu'elle va épouser qui s'appelle Jason Robards, que vous avez sûrement vu au cinéma. Et qui a un petit sosie, quand il n'a pas de barbe, de Bogart. Oui, c'est vrai qu'il y a un air... C'est lui qui joue Cheyenne dans Il était une fois dans l'Ouest, c'est ça. Exactement. Par exemple. Voilà. Et qui dit à Claudia Cardinal, si le mec te touche les fesses... Tu feras comme si tu n'avais pas vu. Oui, c'est très très belle réplique. Tu passes très très mal aujourd'hui. C'est vrai. Non, donc du coup, elle se trouve ce Gus-là, avec qui elle a un enfant, puis bien sûr, ça marche pas du tout. C'est l'enfer. Elle lui organise, j'ai une anecdote où elle lui organise un anniversaire surprise et lui rentre à 3h du matin complètement torché, tous les invités sont partis, enfin bref, l'horreur. Et donc elle remonte sur les planches et elle se retrouve dans un truc assez étonnant, qui est une adaptation de All About Eve avec de Mankiewicz, transformée en comédie musicale dans les années 70. Alors c'est une curiosité absolument pas possible, la BO existe sur un disque et là elle remporte un Tony. Ouais. Tony Award, qui est quand même une prestigieuse récompense pour les artistes de Broadway, alors que c'est assez mal vu de venir d'Hollywood et d'essayer de faire son trou à Broadway. Eve, we are going to Greenwich Village. But it's opening night. You must feel exhausted. I'm too exhausted to go to the party, but I'm much too excited to go home to sleep. I feel groggy and weary and tragic, punchy and bleary and fresh out of magic, but alive, but alive, but alive. C'est très important, je pense, aussi dans la vie personnelle de Lauren Bacall, parce que son idole, c'était Betty Davis. Elle reprend le rôle de Betty Davis, qu'elle avait eu la chance de rencontrer quand elle était ado, grâce à un cousin qui était dans le métier. Elle avait été lue serrer la pogne avec une copine en sortant de la chambre d'hôtel. Il y a sa copine qui s'évanouit d'émotion. Enfin, vraiment les fangirls, comme on pourrait dire, de l'époque. Et Bette Davis est venue la voir dans Applause et elle lui a dit après, avec sa froideur... légendaire. Lui a dit il n'y a que vous qui aurez pu jouer ce rôle. On ne sait pas si c'est vrai, mais bon, elle nous l'a raconté. Mais c'est pas mal parce qu'elle a quand même une bonne critique, parce que aussi le problème de Lauren Bacall, c'est qu'elle a créé un certain nombre de pièces à Broadway et quand il y a eu les adaptations au cinéma, à chaque fois, ils l'ont évincée. Ouais. Elle a créé, par exemple, aux États-Unis, une comédie qu'on a oubliée en France, mais qui a très très bien marché à Broadway, qui s'appelait Fleur de cactus. Ça a été écrit par nos chers Barrier et Grady, dont vous avez sûrement vu. Qui a rejoué récemment avec Catherine Fro. Qui avait écrit Potiche, donc très au théâtre ce soir. Et en fait, ça a été adapté aux États-Unis et ça a fait un carton. Sauf que dans la version cinéma qui existe, qui est assez rigolote d'ailleurs, c'est Ingrid Bergman qui reprend le rôle. Vous voyez pas trop jouer ça, mais pourquoi pas. Mais elle est plutôt pas mal là-dedans, je vous trouve dur. non, mais je la voyais pas trop en comique, mais ça fait rien. Ingrid Bergman, qu'elle va retrouver donc dans cette excellente adaptation d'Agatha Christie, Le Crime de l'Orient Express. Donc là, pour une fin de carrière, qui s'est étendue sur pas mal d'années finalement, parce qu'on l'a plus beaucoup vu au cinéma, à part dans des castings de luxe comme ce film sur Agatha Christie où c'était pas la seule star. Aussi un film que vous n'avez peut-être pas vu, que moi j'ai vu, qui s'appelle Leçon de séduction. Ah non, pourquoi réalisé par Barbra Streisand, qui, outre ses activités de chanteuse, actrice, était aussi réalisatrice. Et elle a failli remporter l'Oscar de deuxième rôle, sa première nomination, je crois. Ouais, pour ce rôle de mère un petit peu déprimée. Et elle s'est fait souffler l'Oscar par Juliette Binoche, toujours les Françaises qui viennent rafler le patient anglais. C'est très drôle parce que d'ailleurs j'ai vu une interview, quelqu'un interview Lauren Bacall sur le fait qu'elle soit nominée. Elle était très heureuse, Lauren Bacall, d'être juste nommée à l'Oscar. Et la journaliste lui demande, mais ça vous a apporté des nouveaux scénarios ? Et Bacall répond 0. Non, en plus... Non, c'est pas facile en même temps, parce que c'est vrai qu'en fait, elle s'est éloignée d'Hollywood, pas parce qu'elle a voulu,
Mais finalement, il n'y a pas eu de plan. Il n'y a pas eu de plan. Et puis il faut dire qu'encore une fois, les Oscars, pas de bol, parce que même dans Le Crime de l'Orient Express, où il y a Anthony Perkins qui s'occupe de sa maman, mais à chaque fois que je le vois qui parlait de sa maman dans un film, je ne peux plus le prendre au sérieux vu qu'il l'a buté dans Psychose. Mais il y a Sean Connery, il y a plein de grands acteurs, et il y a Ingrid Bergman qui remporte un Oscar pour la meilleure actrice dans un second rôle dans Le Crime de l'Orient Express. Toujours Ingrid Bergman. Je me pose la question quand même, pourquoi Lauren Bacall, sa carrière s'est arrêtée. Je pense qu'il y a d'une part l'âge, mais aussi on l'a toujours associée à un monstre sacré, sachant qu'elle est monstre sacré parce qu'elle a surtout tourné ses films avec Bogart. C'est pas pour les autres films, c'est vraiment pour cela qu'elle est considérée comme ça. C'est une très bonne comédienne, mais il y a aussi le fait qu'elle a été monstre sacré de la toute fin de l'âge d'or, ce qui est vrai aussi, mais du coup c'est comme si elle avait été coincée toute sa vie. Elle est toujours dans un entre-deux. Dans le milieu des années 40. Oui, c'est très étonnant. Puis après, il faut dire une chose, c'est que Lauren Bacall, elle l'avoue d'elle-même. Elle dit, en fait, quand j'ai rencontré Bogart, je voulais être comédienne. Et puis quand je l'ai rencontré, j'avais envie d'être mère de famille, d'avoir plein de gamins, de m'occuper de mon mari, tout ça, ce qu'elle a fait. Et puis Bogart lui a dit, pour le coup, elle a été honnête, il a été marié à 3 actrices. Il lui a dit, si tu veux faire une carrière d'actrice, je t'aiderai de toutes les façons que je peux. Mais en revanche, je t'aime et je préférais qu'on se marie et que hop là, tu t'occupes des gosses, quoi. Mais voilà, donc c'est vrai que ça redore pas le blason de Bogart, mais après, c'est aussi un choix qu'elle a fait. Un autre blason qui redore pas, c'est qu'elle a tourné dans un film de Douglas Sirk qui s'appelle Écrit sur du vent, qui maintenant est considéré comme un excellent mélo. Et Bogart a dit, c'est la dernière fois que tu tournes dans un navet pareil. Ah bon. Donc le goût, les couleurs. Mais ils auraient dû faire un dernier film ensemble. Il y a des photos et des rushs un peu de ce film-là, mais qui ne s'est pas fait. Qui aurait pu C'était quoi le projet, vous savez? Alors je me souviens plus exactement ce que c'était, mais il y a c'est pareil, c'est trouvable sur internet, des essayages costumes où on les voit qui rigolent, qui sont très complices, et c'est assez touchant. Mais elle le dit, on n'a pas eu un mariage parfait, mais on s'aimait. Enfin, dès qu'il était bourré, elle disait, quand il était bourré, moi j'étais quelqu'un qui buvait pas beaucoup, je lui parlais comme s'il n'était pas bourré. Donc, d'un moment, d'un coup, il pouvait devenir fou, il me confondait avec son ancienne femme, c'était compliqué, quoi. Alors là, on a parlé un petit peu de la carrière de Bacall, qui a été, on va dire, flamboyante au départ et puis un peu plus discrète, on va dire, sur la fin. En dents de scie, comme elle a dit elle-même. Ouais. Est-ce que vous auriez un film à recommander par-dessus tout, peut-être Lou En dehors de ceux qu'on a cités avec Bogart, moi je vous conseille vraiment Comment épouser un millionnaire, qui est une comédie très très rigolote sur 3 jeunes femmes à New York, une un peu plus intello, Lauren Bacall, une un peu plus cover girl, Betty Grable, et Marilyn Monroe qui veut pas mettre ses lunettes alors qu'elle voit rien, qui passe son temps à se casser la gueule. Elles sont toutes les 3 mannequins dans une grande maison de couture, et leur objectif c'est d'épouser un millionnaire. Et donc, elles sortent avec des types avec des tronches pas possibles. Et bien sûr, elles vont rencontrer d'autres gars qui sont ouvriers ou petits et pas très beaux. Et ça va être un peu comment elles vont se faire avoir par l'amour. Mais c'est un film très, très rigolo et excellent divertissement. Conseillé, d'accord. C'est de qui déjà? De Cucor, Jean Negulesco. Voilà, d'accord, effectivement. qui est un très bon réalisateur, quoi qu'on en dise, Jean Negulesco à redécouvrir. Ah ben on le dit, dit. On fera une émission dessus. Moi, je conseille, alors évidemment, Le Port de l'Angoisse, qui est un de mes films préférés. Mais outre ça, elle a joué avec Gregory Peck une comédie romantique qui est plutôt très... Moi, je le trouve vraiment génial. Très, très amusante, qui s'appelle La femme modèle, dans lequel elle joue une nana qui bosse dans la mode, qui rencontre un journaliste sportif. Et en fait, ça match, et puis en même temps, ça fait des étincelles. Il y a des histoires de marivaudage un peu, mais il y a un très bon rythme. Elle est très drôle, très classe. Et c'est vrai que Lauren Bacall, elle a toujours eu l'air un peu au-dessus de la mêlée, quoi. Oui, mais et puis elle a le côté quand même très, très rigolote et assez barré qu'on voit même dans ses photos perso. Ouais. Et son autobiographie parle beaucoup des nombreux amis qu'elle a eus. Elle a fait des trucs assez dingues quand même, parce qu'elle a suivi par exemple Bogart et Katharine Hepburn sur le tournage de Epic de l'African Queen de Houston. Où heureusement John Huston ne buvait pas d'eau, il n'est pas tombé malade, mais tout le monde. Il disait clairement, c'est Bogart, je crois, qui avait dit ça sur le tournage. Il dit, de toute façon, avec Houston, il n'y a pas de risque si on se fait piquer par un moustique. Vu ce qu'on a bu comme alcool, il va crever tout de suite. Quoi. C'est un très beau film, et oui, elle raconte les galères, les mecs qui sont décédés de maladies tropicales. Alors j'ai quelques petites questions à vous poser. Un petit quiz. Le jeu, alors normalement c'est moi qui le fais, ça, Marcel? Non, mais j'ai un jeu, moi. Ah d'accord, ok. J'ai un tout petit jeu. Ah bah je suis prêt alors. Vous êtes prêt, Lou, aussi? Ah bah écoutez. Parfait. Elle a tourné avec John Wayne à la fin de sa carrière, dit The Duke. Quel était le vrai prénom de John Wayne? Je vous donne oui, parce que là...
Nadine, Marion, Margot ou Liliane? J'irais Marion. Ça peut être masculin, Marion. Je pencherais pour Marion, mais c'est vrai que Liliane, ça serait vraiment drôle. Mais je crois que c'est Marion, ouais. Bah, c'est quand même amusant, oui, il s'appelait Marion. Ah oui, Marion, ouais, je sais qu'il y a ça arrive pour des hommes de s'appeler Marion. Si Lorraine a assuré à l'époque, quelle star a été au contraire une grosse balance pendant la chasse aux sorcières? John Wayne, Kirk Douglas ou Elia Kazan? Oh bah, y en a il y a deux, 15 ans, on a parlé. Et puis, il y avait qui? John Wayne, il a balancé. Oh, il a balancé, il faisait des photos avec McCarthy. Non. Alors que pas Kirk. Kirk, il a jamais fait ça. Non, lui, c'est un vrai de vrai. Quoi. Il a même fait bosser Dalton Trumbo sur le scénario de Spartacus. Donc, non, il a demandé à ce que son nom soit au générique, alors que normalement, il bossait lui, mais avec des alias. Mais, non. Un de ces hommes politiques israéliens est de la même famille que Lorraine. Est-ce que c'est Shimon Peres, Benjamin Netanyahou ou Moshe Dayan? Pour moi, c'est Shimon Peres. Mais... C'est Shimon Peres, je l'avais lu aussi, j'avais vu ça. Voilà. Incroyable. Anecdotique, mais bon, une de ces personnalités de lettres françaises a souhaité tourner avec Lorraine Bacall. Est-ce que ce serait Marguerite Duras, Claude Lanzmann ou Bernard-Henri Lévy? À souhaiter ou à tourner? À tourner, en fait. À tourner. Alors là, on arrive... dit ensemble, peut-être, Lou? Ouais. BHL. Oui, BHL. Il faut dire que j'ai accepté de faire cette émission uniquement pour parler du Jour et la Nuit, qui est un putain de chef-d'œuvre. Le meilleur film de Lorraine Bacall. Je crois qu'au niveau du nanaroscope, on est passé à un niveau... J'ai un ami qui dit ça à un moment, ce n'est plus du nanar, ça touche au sublime. Et là... C'est du nanar... de l'art. C'est de l'art. Non mais franchement, à voir. Parce que moi je l'ai pas vu, j'ai pas eu la chance de le voir malheureusement. Est-ce que quand même on rit parce que ça peut être très très chiant surtout aussi. Alors non mais en fait c'est tellement invraisemblable qu'on en rigole. Donc pour vous dresser un peu le tableau, c'est Alain Delon qui est un écrivain alcoolique qui s'est retiré au Mexique où comme chacun sait les Mexicains sont des bêtes de sexe et passent son temps à violer des femmes dans des buissons. Ça arrive souvent, mais ils sont tellement gentils les Mexicains. Et puis il y a Karl Zero, et puis il y a Ariel Dombal qui se balade à poil pendant tout le film. Et Lorraine Bacall, qui est une amie d'Alain Delon et qui joue du piano en chantant. J'adore Lorraine Bacall, mais il faut dire que le chant n'était pas sa vocation première. Je signale que les Aztèques pouvaient prévoir les éclipses, les tremblements de terre. Les chagrins d'amour. C'est pas leur métier. Je bois aux Aztèques. Vous avez raison. D'autant que ce n'étaient pas des savants, c'était des poètes. Je bois à la poésie. Je crois que nos amis s'ennuient. On devrait organiser quelque chose. Je ne supporte pas que mes amis s'ennuient. Je bois à l'amitié. D'ailleurs, tout le monde ne s'ennuie pas ici. Vous ne sentez pas ces vibrations, ces émotions, ces petits cœurs qui s'affolent, ces sensations, ces filtres d'amour? Et c'est une montagne de... Oui, c'est de la rigolade. C'est sur ce film où Gérard Lefort, le critique de Libération, avait dit « J'ai regardé ma montre au bout de 2 heures et c'était passé 15 minutes. » Oui, c'est ça. Parce que tellement le film paraissait... Je crois que c'est le Cahiers du cinéma qui l'avait déclaré comme étant le plus mauvais film de tous les temps. Et j'ai fait 2-3 recherches sur le truc et il y a visiblement eu un documentaire sur pourquoi ce film a été incompris. Il y a des fervents défenseurs, mais je spoil parce que ce n'est pas grave pour l'intrigue du film. Alain Delon, quand même, se suicide à la fin du film en montant dans sa montgolfière et en y foutant le feu. Donc on a juste un plan de montgolfière dans le ciel qui brûle et des cris d'Alain Delon qui fait... Et j'ai même vu un reportage sur le film, sur le tournage, où BHL, qui est connu pour avoir sa chemise ouverte assez grand, là est carrément torse nu. Il dirige ses comédiens torse nu, torse poil avec ses cheveux dans le vent. Il s'est pris pour John Huston. Lui aussi va dans la pampa tourner des trucs dans des coins dangereux. Je conseille notamment un autre nanar avec Alain Delon qui en était friand. Le flic. C'est monument. Je vous le conseille. Je crois qu'on l'avait vu ensemble, Marcel. Je peux me permettre de conseiller un dernier nanar avec Alain Delon, qui est un film avec Belmondo, où ils sont tous les deux les pères potentiels de Vanessa Paradis. Bien sûr, une chance sur deux. Une chance sur deux. Et ça, c'est incroyable. Sur des nanars avec Delon, il y en a quand même un petit paquet sur la fin de la carrière. C'est la fin des bobines. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à Lou Bobin. On vous retrouve au Ciné-Club L'Écran Français à la Filmothèque du Quartier Latin. Le 17 octobre. Pour un film qui reste encore à déterminer, qui sera une surprise. Mais il faut aller sur le site de l'Écran Français. Il faut aller sur le site de la Filmothèque et de l'Écran Français. Et en attendant, je vous invite quand même à voir les autres films qui passent à la Filmothèque que j'ai la chance de programmer le mardi soir. Merci à vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à une nouvelle bobine. Merci à tous. Ciao. Ciao. Salut. Je bois à la poésie.